Eh beh, salut Candice, Salut! je suis en live maintenant. Comment tu vas? Bah, écoute, ça va super, surtout quand je vois le sujet d'aujourd'hui, qui est le je trouve, soit sous-coté parce que les gens ont la tête dans le guidon et ils ont bloqué au go to market, ils l'ont pas fait avant et donc finalement, ils ont adressé un marché complet et d'une manière assez globale. Par contre, je pense que les personas aujourd'hui, faut pas les négliger parce que, il y a énormément de choses, donc ce que tu vas nous présenter, donc il y a énormément de choses qui vont pouvoir être mis en place, par rapport à certains personas où, tu nous expliqueras, il y a 2 familles de personas, on va voir pas mal de choses aujourd'hui et ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on a une experte avec nous. Donc Candice, je te laisse te présenter Arrête, rapidement. faut rougir. Non, non, vas-y, le sud, à la cool, on avait dit. Ouais, la cool. Salut tout le monde. Alors, je sais pas si vous voulez qu'on commence tout de suite. C'est bon, il y a tout. On n'attend pas plus. OK. C'est bon. Alors, du coup, moi, c'est Candy. Je suis marketing lead chez La Grosse Machine depuis presque 2 ans. Et en fait, je suis arrivée chez La Grosse Machine en tant que PMM, donc Product Marketing Manager. Et mon premier grand rôle chez La Grosse Machine, ça a été de construire nos personas. Et c'est un sujet que j'aime beaucoup, beaucoup. Pour moi, c'est vraiment la base. En fait, on ne peut pas faire du marketing si on ne connaît pas ces personas, si on ne connaît pas à qui on parle. Donc, du coup, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur et je suis ravie d'être avec toi et avec vous tous aujourd'hui pour qu'on décrypte un petit peu ça. Eh beh, parfait. Beh, écoute, on va rentrer dans le vif du sujet, Candice, avec, cette première question. Donc le sujet du live, c'était comment construire ses personas, mais par contre, on va faire, un petit préambule en parlant de qu'est-ce qu'un persona réellement, pour éviter d'avoir de mauvais termes ou de partir sur tous des bases un peu différentes. Posez des questions donc pendant le live, n'hésitez pas, surtout pas. Et la première question, c'était qu'est-ce qu'un persona? Ouais, alors du coup, en fait, un personnage. Alors, je vous ai préparé un petit Notion. Alors, ça, c'est un. On va dire que c'est. Alors, je suis très fan de Notion. Donc, j'ai beaucoup l'habitude d'aller dessus. Et d'ailleurs, je vous montrerai que les personnages, je les ai construits sur Notion. Là, je vous ai fait un condensé, mais je vous enverrai un Notion très complet à la fin de enfin, dans la semaine, avec également des vidéos en mode mini formation complètement gratuite pour que vous n'ayez pas à prendre de notes et que vous puissiez bien écouter et ouvrir vos chakras aujourd'hui. Déjà, qu'est-ce qu'un persona? Un persona, en fait, tout simplement, c'est ta cible, c'est à qui s'adresse ton produit, à qui tu veux parler, qui est intéressant pour ton produit. Créer des personas, c'est connaître, en fait, pas juste, par exemple, on vise les sales, c'est pas un persona, ça, c'est juste une cible, voilà, la cible des sales. Un persona, c'est vraiment connaître leur parcours, leur bio, donc leur biographie, leurs habitudes, quels sont leurs pains au quotidien, quels sont leurs freins, leurs motivations, toutes les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Et toutes leurs habitudes de consommation, de l'information pour choisir les bons canaux. C'est hyper important parce qu'en fait, en fonction de ce qui les motive et en fonction des difficultés qu'ils rencontrent, en fait, tout simplement, on va pouvoir mettre en place en face des messages vraiment qui leur sont dédiés et du coup qui vont automatiquement leur parler. C'est du coup hyper important de les créer parce que ça va permettre de définir ton positionnement produit. Pour l'équipe product, par exemple, ça peut aiguiller l'équipe product. Ça permet, comme je viens de le dire, de créer les messages, le bon argumentaire, le bon copywriting, hyper important. Par exemple, si tu envoies de l'outreach, des emails d'outreach, il faut savoir à qui tu parles. Si tu envoies un truc lambda à tout le monde, ça ne sert à rien. Ouais. Idem pour la vente. On va pouvoir créer des battle cards avec les personas à destination des équipes de vente. Donc, ça doit particulièrement t'intéresser, Vincent, cette partie-là. Mais voilà, ça va vraiment, les personas vont vraiment avoir un impact, que ce soit sur l'équipe produit,
sur l'équipe market, sur l'équipe sales et même des fois sur l'équipe support parce qu'en fonction de leur profil, ils vont peut-être avoir des profils plus ou moins avancés, par exemple si c'est un outil SaaS. Donc, ils vont avoir des réponses peut-être un peu plus préconçues en fonction du persona, ce genre de choses. Ouais, et ce qui permettra derrière d'embriquer énormément de choses, notamment sur les discours, sur les objections que tu vas pouvoir rencontrer. Si on peut prendre un exemple, je te dis n'importe quoi, mais est-ce que cet exemple tiendrait la route? Je bosse chez Doctolib, ok, donc on est d'accord que finalement la population, ou en tout cas ta cible, ça va être le corps médical. Par contre, un neurologue qui bosse à temps plein dans une clinique, ben, potentiellement, tu vas pas le cibler de la même manière qu'un neurologue qui est à son compte, qui a son cabinet, qui a pignon sur rue. Et ben, potentiellement, il y a énormément de choses qui vont différer dans l'approche. Et donc, du coup, le fait de connaître ces deux différents personas, alors qu'ils font concrètement la même chose au quotidien, sauf qu'ils ne sont pas dans des sphères identiques, et potentiellement, ils ne vont pas rencontrer les mêmes problématiques. Donc, la personne qui est déjà dans un hôpital, il y a toute la partie administrative, etc., qui est déjà gérée. Tu vas appeler l'hôpital, tu vas prendre rendez-vous, versus quelqu'un qui a pignon sur rue, qui a son cabinet de neurologie en ville. Techniquement, cette personne-là, on ne va pas l'adresser de la même manière. Et je pense que... c'est hyper important et intéressant ce que tu abordes parce que pour moi, c'est ce que j'appelle l'ICP. Donc ensuite, c'est l'Ideal Customer Profile. Et en fait, en B2B, par exemple, c'est le type d'entreprise. Donc clairement, un pro comme ça, une personne en médecine qui a son cabinet ou qui travaille à l'hôpital, c'est pas du tout le même ICP parce que c'est pas du tout le même type de structure. Donc, en fait, peut-être... Alors là, moi, je vous ai pris l'exemple des scale-up, agences, start-up, cabinets, indépendants, etc. Mais on pourrait très bien avoir à la place cabinet libéral, hôpital, etc., etc. Et ensuite, les différents personas, par exemple, un persona du style un ORL, par exemple, le viser dans son cabinet, oui, mais pas le viser dans l'hôpital, par exemple. Ouais, c'est peut-être une priorité. Et ce qui est intéressant avec ton exemple de Doctolib, c'est qu'on voit bien que Doctolib, il y a cette cible des B2B, donc vraiment, on va aller s'adresser aux médecins, mais il y a aussi une autre cible qui est nous, en fait, qui est les patients. Et du coup, on ne va pas développer du tout le même type de feature pour les patients et c'est même pas la même interface. Donc, on voit bien que là, il faut faire c'est hyper important dans ce cadre-là, les personas, parce que ça va être vraiment même presque des produits différents au final. Exactement, exactement. Franchement, le but de définir ça et d'aller en détail, certes, ça va prendre un petit peu de temps. Par contre, on est sur du reculer pour mieux sauter, c'est-à-dire qu'une fois que ça c'est défini, on a plutôt une ligne directrice et comme c'est défini, on va pouvoir itérer assez rapidement tout au long soit du cycle de vente ou de la stratégie qui est mise en place à court, moyen et long terme. Ouais, alors carrément, tu vois, moi quand je suis arrivée chez La Grosse Machine, j'ai fait une 50aine d'interviews en 3 semaines. Donc, il y a vraiment eu un gros travail sur les personas. De clients? Non, alors, je l'aborderai par la suite, mais on a interrogé des clients, mais on a interrogé aussi des personnes qui avaient churn, donc qui n'étaient plus clients. Et moi, je voulais absolument également interroger des personnes qui peut-être ne nous connaissaient pas, ou des prospects ou autres. Parce que mon but, c'était pas d'aller leur vendre LGM, et je en parlerai par la suite, mais vraiment de connaître leur profil. Et j'avais pas envie d'être biaisée en contactant uniquement des clients ou des gens qui nous aiment bien, quoi. Ouais. Et ça nous fait une très bonne transition par la suite parce que, comme je disais, moi, ça m'a pris 3 semaines à peu près, en pratiquement full time. Donc, c'est vraiment
de la ressource à allouer. Mais alors quand j'en parle avec des personnes là qui sont en train d'essayer de les créer, tout le monde fait des gros yeux et a super peur en me disant mais moi j'ai pas les ressources, j'ai pas tout ça. Donc attention, c'est aussi à prendre avec des pincettes. Il faut y allouer le temps qu'on pense que c'est important pour, du moins pour le projet. Ça dépend aussi où on place le curseur, qu'est-ce qu'on veut en faire par la suite, etc., etc. Et ça m'amène à mon point que, en fait, il y a deux types de personas. Il y a les personas, ce qu'on appelle, on va dire la version 0 du persona, qu'on appelle le bullshit persona. Donc ça peut être un petit peu négatif quand on l'entend comme ça. On l'appelle bullshit, fake ou même proto-persona. C'est la même chose. Et c'est comment dire, c'est quelque chose qui a été évoqué par la première fois par Karine Lallemand, qui a fait un livre d'ailleurs excellent que je vous recommande qui s'appelle Méthode de design UX, 30 méthodes fondamentales pour concevoir des expériences optimales. Et elle évoque justement pour la première fois le bullshit persona. Et en fait, le bullshit persona, c'est un persona qui est présumé. C'est un persona que l'équipe a imaginé en se basant sur la connaissance de son marché et de son produit. Donc, en fait, par exemple, vous êtes un produit SaaS. Si on reprend l'exemple de Doctolib, par exemple, ils vont regarder, eux, dans leur base, qui s'abonne, enfin, qui est client chez eux, si on parle vraiment des médecins en B2B, quel type s'inscrivent le plus? Est-ce que c'est plutôt des médecins généralistes? Est-ce que c'est plutôt des ORL, des ophtalmos, etc., etc. Et en fait, ils vont se dire, OK, notre persona, notre bullshit persona, c'est ça, il a tel profil, il a en moyenne tel âge, il fait à peu près telle chose sur notre plateforme, il habite à peu près dans telle ville. Voilà, il commence à faire des hypothèses, en fait. Et ça, on peut le voir du coup en étudiant ses propres clients, mais également en faisant des veilles sur les réseaux sociaux et Google, voir par exemple sur est-ce qu'ils vont plutôt des psys, par exemple, est-ce qu'ils vont plutôt sur Maya ou sur Doctolib? Ça peut être, on peut regarder sur Google, on peut le voir assez facilement. Et étudier le site web des concurrents aussi. Ça, c'est hyper important. Parce que souvent, les concurrents, ils ont des pages use case, comment faire machin truc pour les sales, pour les etc., etc. Donc, en général, si en plus, ils ont un peu plus d'ancienneté, il y a fort à parier qu'ils ont déjà fait ce travail de persona et que du coup, c'est intéressant c'est peut-être pas la vérité, ça marchera peut-être pas pour votre produit parce que c'est pas exactement le même produit, mais du moins, voilà, ça peut dans un premier temps aider. Ce qu'il faut savoir, c'est que le bullshit persona, c'est un persona qui est temporaire. Il n'a pas vocation à rester en tant que tel. C'est plutôt une base pour petit à petit aller vers un vrai persona, vers un persona vraiment fouillé, comme je vais vous présenter aujourd'hui. Ok, parfait. Et sinon, concernant la partie bullshit persona, est-ce que ce bullshit persona ou proto-persona ou même fake persona a déjà un premier impact dans l'entreprise? Oui, bien sûr. Bien sûr, il a un premier impact parce que comme je disais, c'est des hypothèses, donc c'est des hypothèses à vérifier. Et puis c'est toujours mieux que rien aussi, il ne faut pas se le cacher. Un bullshit persona, c'est OK, je vais viser telle cible, comme je pense que cette cible va être réactive à ce message, et je vais le vérifier ou non. Après, est-ce que mon message va marcher? Peut-être, et tant mieux. S'il ne marche pas, faudra un petit peu fouiller pourquoi, et peut-être que le persona n'est pas bon, etc., etc. Ok, donc finalement, on peut partir du principe que ce bullshit persona, on est sur plutôt une phase de test en mode go-to-market et de se dire, bon, voilà, aujourd'hui, j'ai un go-to-market sur une nouvelle offre. Potentiellement, j'imagine que ça va intéresser telle personne et on va vérifier en mettant en place et en affinant au fur et à mesure du temps
si ce qu'on s'était dit sur le bullshit persona, qui peut devenir finalement un persona à part entière. Derrière, après validation de certaines steps au fur et à mesure du temps qui passe et des ventes qui sont faites sur les produits ou services de ton entreprise. C'est totalement ça. C'est vraiment, comme je disais, la V0, mais c'est mieux que rien. Et par exemple, une entreprise qui se lance, une toute petite start-up, elle va forcément un peu passer par cette case-là. Alors, on recommande toujours d'aller parler à ses utilisateurs ou à des futurs prospects, etc. C'est même obligatoire. Nous, chez La Grosse Machine, il y a eu énormément de recherches de ce côté-là, mais ça ne m'a pas empêché, moi, de faire aussi beaucoup de recherches sur les personas de mon côté. Mais voilà, il faut toujours commencer par quelque part et c'est déjà un bon début. Ouais, sur les SaaS, finalement, est-ce que ce bullshit persona, il peut être bon pour, enfin, il peut être bon. Est-ce qu'il peut être accolé à une bêta test finalement? Oui, bien sûr. Bien sûr, OK. mais je pense que ça se vérifie dans tout, hein. Ouais. Quel que soit, ton produit, SaaS, service et cetera, je pense que c'est toujours une base intéressante. Mais après, voilà, moi, je mets vraiment un point d'attention, il faut que ça soit temporaire. Quand je Mmh. parle de temporaire, c'est pas il faut pas que ça soit, qu'1 semaine, mais je pense que plus de 6 mois de bullshit persona, c'est un peu dommage parce qu'on peut justement moi, je les ai fait pendant 3 semaines et quotidiennement, mais on peut très bien se dire aussi, toutes les 2 semaines, toutes les semaines, pardon, je vais aller interroger 2-3 personnes et petit à petit les construire comme ça et petit à petit aussi vérifier mes hypothèses. Ouais et au-delà des interviews, clients, est-ce que les équipes, alors souvent sales, hein, est-ce que c'est important ces remontées-là pour, affiner, ce bullshit persona, pour aller plus vite, pour les autres équipes qui vont avoir soit à refaire, améliorer du produit ou, réorienter, la façon de présenter l'offre? Parce que le sales, on est d'accord que le sales, logiquement, heu, il vend quelque chose de, entre guillemets, «fini». Mmh. Ou en tout cas, il va présenter des choses entre guillemets, «finies». Finalement, les remontées qu'il va avoir, de ses prospects, vont servir parce que tu as interviewé, des clients, enfin, tu as interviewé tout type de personnes. Hem, Est-ce que les prospects, ou en tout cas la qualif ou les remontées terrain, des commerciaux, est-ce que ces remontées terrain-là, ont une Alors part ça importante dans la construction du persona? Ouais, alors, ça dépend quelles vont être, les remontées. De Ouais, toute façon, moi, j'aurais tendance à dire que tout est bon à prendre. Après, la personne qui fait les personas, elle triera, elle, ce ouais. qui est intéressant ou pas. Tout est bon à récupérer comme, données, comme retour, tout ça. Souvent, ils ont tendance, les clients, justement, et c'est pour ça que je dis attention à pas faire des personas que basés sur les clients actuels, que c'est bien aussi d'aller un peu au-delà. C'est qu'ils vont faire des remontées sur moi, j'aimerais que dans l'outil, par exemple, il y ait ça. Moi, j'aimerais qu'il y ait ça. Moi, j'aimerais qu'il y ait tant. Et en fait, des fois, on se retrouve avec des produits qui sont devenus des je sais pas, c'est carnaval quoi, parce qu'il y en a de partout, il y a pas une vraie, vision et les personas, ils sont pas là pour dire, si bien sûr il y a un persona qui remonte que faut absolument cette feature, dans tous les personas, on identifie qu'il y a la même difficulté au quotidien et que du coup, il faut apporter une solution. C'est intéressant de penser à telle ou telle feature, mais par contre, je pense que des fois, c'est pas enfin et souvent les équipes produits vous le diront, c'est que, c'est pas vraiment aux utilisateurs de remonter quelle feature ils veulent. Parce qu'on peut trouver d'autres solutions, parce qu'on peut trouver, d'autres améliorations et cetera. L'important, c'est que par contre l'entreprise réponde à leurs besoins, à leurs difficultés et arrive à killer le truc, quoi. OK, alors j'ai juste une question, de Thomas. En partant de votre base client, vous avez la possibilité d'identifier des personas cohérents, en B2B, hein, toujours. Qu'est-ce que tu en penses?
En partant de sa base client, c'est-à-dire Ouais, en analysant, qui sont les clients actuels, où ils sont situés, et cetera? ouais. Alors, est-ce que la question c'est, sans interview ou avec interview, mais en partant de ta base client, est-ce qu'on a la possibilité d'identifier des personas cohérents? En partant de la base client, pour moi, ça sera une première version, ça sera du bullshit persona, mais ça sera pas un persona, comme en tout cas moi je l'entends. Ouais, est-ce que ça dépend aussi, de la maturité de la base client? Si c'est une base client, qui a déjà 10 ans, où il y a pas eu de churn, où, ce sont des clients fidèles, est-ce qu'on peut partir du principe que le persona, est clairement identifié sans repasser par une phase d'interview? Ou est-ce que, En fait, ça dépend, lié au tout dépend service? en fait pourquoi vous faites ce chantier-là et ça me permet d'enchaîner peut-être avec, ce point-là et après je répondrai à la question bien sûr. Mais en fait, c'est nécessaire d'être clair dès le début sur l'utilisation des personas et savoir pourquoi on les fait. Est-ce que c'est pour retravailler le positionnement marketing? Soit le construire, soit le retravailler parce que, le produit a évolué ou alors on se fait distancer par des concurrents et on a besoin de changer de cap. Ça peut être, trouver, les bons messages à délivrer. Par exemple, on délivrait un message, on voit que ça marche pas trop, on essaye de réorienter. Choisir des supports de communication, influencer la roadmap produit. Est-ce qu'on a besoin de sortir, des nouvelles features un nouveau, ou un nouveau service et cetera et que du coup on interroge des personnes. Voilà, donc des nouveaux services à proposer, valider l'intérêt auprès de la cible, maintenir à jour des personas. Par exemple, maintenir à jour des personas, ça ne sera pas le même effort que les construire de zéro, normal. Et pour répondre à la question, du coup, moi j'ai tendance à toujours dire enfin, moi je pense pas que ça soit intéressant de n'interroger que des clients et j'y viendrai un peu par la suite parce que je pense que souvent, bah, quand on interroge trop enfin, nos clients, on a souvent tendance à interroger des aficionados de la marque, des gens qui nous aiment et ou qui voient que l'outil est hyper pertinent ou le service et du coup, on va pas avoir plus loin que le bout de notre nez. Alors que si on va interroger euh, des gens qui ne nous connaissent pas. Donc là, le but, c'est pas d'interroger des gens qui nous connaissent et qui vont nous dire oui, ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est vraiment d'interroger des gens pour connaître leur métier. Là, dans le cadre de la grosse machine, on a interrogé des sales parce que moi, je voulais comprendre au quotidien comment un sales y travaillait, quelles étaient ses difficultés, quelles étaient ses motivations, etc. Et ensuite, trouver dans quels ICP ils sont. Est-ce que c'est en startup, scale-up, grand compte, etc. Et là, ça devient intéressant, quelqu'un qui ne nous connaît pas, parce que déjà, on peut se demander bah, comment ça se fait qu'il ne nous connaît pas? Pourquoi il ne nous connaît pas? S'il ne nous connaît pas, il y a une raison. Pourtant, on met de l'intensité dans la com. C'est quelque chose, il y a un trou dans la raquette. Et comment on va aller le chercher du coup? Parce qu'on est peut-être passé à côté de quelque chose. Peut-être que souvent les clients dans des entreprises un peu plus anciennes, par exemple, je sais que dans mon ancienne boîte, on bossait beaucoup avec des grands comptes qu'on a réussi à choper dès le début de l'aventure et qui nous ont suivis tout le long. Mais du coup, entre le début de l'aventure et 10 ans après, ça n'avait plus rien à voir, que ce soit la com, le produit, etc. Donc, comment on fait pour ouvrir notre marché adressable? Et ça, c'est important d'aller interroger des gens Ouais. qu'on ne connaît Ouais, pas. ouais, ouais. En fait, je comprends. Cette, voilà, ce marché adressable, ouvrir de nouveaux marchés adressables, hem, soit, de par un changement de comportement, professionnel, hein, lié à son activité ou à ce qu'on fait dans l'entreprise, notamment le sales. Tu vois, là, en l'occurrence, si tu interviews des commerciaux et on se dit: «Beh, pourquoi ils nous connaissent pas? Pourquoi ils connaissent pas la grosse machine? Pourquoi ils connaîtraient pas, d'autres typologies d'outils?» En fait, la chose, c'est de se dire: «Voilà, aujourd'hui, le commercial, bah, pour beaucoup de boîtes, c'est on t'a donné, tiens ton téléphone, tiens, ton CRM, tiens machin,
c'est le market qui a construit ça comme ça, te pose pas de questions, vends et après on verra. En fait, le gros du problème, c'est que le sales n'a malheureusement et principalement jamais son mot à dire, encore une fois, selon l'organisation. Tu vois, il y a des organisations où tu n'as pas accès à ta direction. Pourquoi? Parce que tu as une ou deux strates entre toi, commercial, terrain, et la direction qui, elle, va faire des codires une fois par mois ou 2 fois par mois. Et à ce moment-là, malheureusement, tu es, entre guillemets, pas dans la boucle. Et donc, malheureusement, on te dit, bon, ben voilà, il y a ça qui va changer, il y a un nouveau CRM qui arrive, tu n'as pas été consulté. Voilà, peut-être que toi, le CRM que tu avais, ça t'allait très bien. Peut-être que tu n'as pas envie de te dire, ah, putain, je vais encore devoir changer d'outil. Donc, finalement, ben, je vais remettre du temps, le temps de me réhabituer à un nouvel outil. Ça peut être, tiens, ben, tu vois, le sales, je pense que de base, il n'a qu'un seul travail, c'est être en rendez-vous avec ses clients. Voilà. À partir de là où on commence à lui rajouter 1000 choses à faire et qui ne voit pas l'intérêt de ces 1000 choses à faire, ben, potentiellement, il peut mal le vivre. Et le fait d'avoir interviewé énormément de personnes, ou en tout cas des équipes commerciales comme tu l'as fait, je trouve ça vachement pertinent parce que ben, ça peut permettre d'avoir les meilleures tournures, d'avoir du feedback, d'avoir de... En fait, je pense que tu alimentes un moteur marketing en passant par ces découvertes ou redécouvertes de nouveaux personas. Ouais, totalement. Totalement d'accord. Et c'est important, et je l'aborderai en fin de présentation. Les personas, en fait, une fois qu'ils sont créés, le but, c'est pas de les laisser dans un coin, et c'est important que l'entreprise entière soit alignée dessus. Parce que, comme je le disais, ça peut avoir des impacts sur le produit, ça peut avoir des impacts sur le marketing, sur les sales, le support, etc. Donc, hyper important que derrière, les gens comprennent pourquoi, par exemple, on va plutôt développer ce type de feature alors que c'était pas dans la roadmap, pourquoi on va finalement dire qu'on va parler du produit de telle manière, etc., etc. Est-ce que tu as d'autres questions ou est-ce que j'enchaîne, Vincent? Alors, bah, les questions, c'était simple. Donc, qu'est-ce qu'un personnage? Je pense que tu as grandement répondu. L'impact dans l'entreprise, et puis bah, finalement, ce que tu en fais, comment les communiquer en interne, la construction des argumentaires autour. Donc là, c'était par rapport à tes interviews. Et finalement, la suite, c'était bah, pourquoi les définir aujourd'hui. Donc bah, là, on y a répondu en disant, bon, les définitions de persona, c'est principalement pour avoir une offre qui est cohérente avec les personnes qu'on adresse, un produit qui est cohérent. Quand on dit offre, on va parler au global, hein, produit, marketing, discours, utilisation. En fait, finalement, ce qui a dû être compliqué dans tes interviews, c'est pour qui je fais les interviews. Tu vois, concrètement, si tu interviews un persona, un sales, si tu fais une interview pour du produit ou si tu fais une interview pour du marketing, bah forcément, tu n'auras pas les mêmes questions que interview de l'utilisation ou de ce qu'il va en faire, comment il va s'en servir. C'est pareil, en fait. Le persona et les interviews, et en tout cas la data que tu vas attacher à ces personas-là, elle ne peut qu'augmenter au fur et à mesure du temps. Tu vois, en l'occurrence, tu demandes à un sales, bon ben voilà, quelle est l'utilisation que tu as du produit, qu'est-ce que tu aimes bien dans le produit. Enfin, c'est deux questions hyper importantes, mais qui sont complètement différentes. En fait, en soi, alors, par contre, attention, quand on fait un persona, le but, c'est pas soit de... Enfin, je vous ai mis une trame de questions, donc vous verrez un petit peu le type de questions que je vais poser. Mais le but, c'est vraiment d'aller comprendre c'est quoi sa personnalité, qui est cette personne, vraiment s'intéresser à la personne
Et souvent, bah, je l'aborderai par la suite, mais il va y avoir un peu de tout en fait dans cette interview. Et ensuite, on piochera les points qui nous intéressent. Et je vous montrerai également un framework de fiches persona. Comme ça, je pense que ça peut être un peu abstrait et ça va vous paraître beaucoup plus clair d'un coup. Eh ben écoute, montre-nous tout. Donc là, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Hein. C'était déjà analyser la donnée existante. Donc je vais passer assez rapidement parce que même si on décide de partir tout de suite sur un persona et pas un bullshit persona, c'est quand même hyper important de regarder la donnée existante parce que le but c'est pas non plus de partir de zéro quoi. Le but c'est pas de jeter tout ce que l'entreprise a fait avant. Donc on va aller voir la data actuelle sur son produit. Par exemple, souvent dans les produits SaaS, on peut voir quel est le secteur d'activité, les métiers, les responsabilités, les types de structures, le panier moyen, le canal d'acquisition, le temps moyen de décision, donc quel est le cycle de vente, en gros la durée du cycle de vente, etc. etc. Parce qu'après, ça va aussi nous permettre de prioriser des personas, parce qu'on va en choisir quelques-uns à étudier, persona, mais si on se rend compte que notre produit, par exemple, est intéressant pour 10 personas, on ne va pas aller choisir 10 personas. On va en choisir 2-3 maximum et on va pousser à fond ces personas-là. Donc, ça va nous aider aussi à prioriser. Si un persona dépense plus qu'un autre, clairement, on va prioriser ce persona-là. Ensuite, on va regarder du côté de son site web, quelles sont les pages qu'il visite, qui sont nos visiteurs, quelles actions il réalise, qui sign up ou fait une demande d'information, etc., etc. Et ensuite, on va se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on vise la cible appropriée? Est-ce qu'en fait, de base, c'était les personnes qu'on avait envie de viser? Par exemple, on se dit qu'on veut viser les personnes qui vont dépenser un minimum de X euros en panier moyen, et on se rend compte que nos personnes actuelles, ils sont bien en dessous. Ça veut dire qu'on a manqué quelque chose et qu'il va falloir réorienter le marketing, le produit ou autre pour aller viser justement le panier moyen qu'on voulait viser de base. Ensuite, est-ce que l'ICP est bon? Est-ce qu'on a assez d'informations sur nos clients actuels? Est-ce qu'on a d'autres opportunités? Est-ce qu'on veut toucher une autre cible que ceux qu'on a actuellement, etc., etc. Ouais, donc du coup, il y a aussi ces questions de où est-ce qu'on met... parce que, en fait, tu as deux façons de voir les choses. Tu as la façon frontale, donc business, et après, tu as l'autre manière de présenter les choses, c'est où est-ce qu'on met les forces qu'on a en interne. Parce que finalement, c'est complètement différent de dire je vais adresser une autre cible, ok, avec ce même produit, ou alors je vais vendre autre chose aux cibles que j'ai déjà en client. Je pense que, en fait, stratégiquement parlant, faire évoluer, définir, faire évoluer, alors définir, faire évoluer et continuer de faire évoluer ces personas, ça rentre clairement dans une stratégie en se disant, voilà, moi j'ai des équipes en interne, si je mets les équipes au mauvais endroit, ben, finalement, il y a double peine parce que ben, ça ne va pas amener les résultats attendus et c'est aussi du travail qui aura été fait pour pas la bonne chose. En fait, une fois que tu auras fait tes personas, tu vas pouvoir te dire, ok, j'ai 3-4 cibles là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que cette cible, il y a des cibles où tu vas faire plutôt de l'upsell, donc tu vas leur vendre plus, ou du cross-sell, tu vas leur vendre un autre produit, etc. Et il y a d'autres cibles, tu vas leur développer par exemple des features qui sont plus intéressantes pour elles. Il peut y avoir après différentes stratégies sur différents personas. Mais ouais, on va dire que la création de base va être la même pour tout le monde au début. Après, qu'est-ce que tu en fais après? C'est aussi à tes équipes de s'emparer un peu du truc, de réfléchir. L'équipe produit, qu'est-ce qu'on peut faire niveau produit, l'équipe marketing, idem, etc., etc. Ok, et donc du coup, toi, pour le développement des personas, qu'est-ce que tu conseilles? Plusieurs chantiers en même temps? Focuser sur un chantier, une fois qu'il est fini, on va à un autre chantier? Alors,
déjà, faire tes personas, ces 3-4 personas maximum, et ensuite prioriser. S'il y a un persona qui tu penses il va vraiment tout déchirer pour ton produit, ton service ou autre, bah clairement oui, je te conseille de mettre tes forces dessus. Après, je pense que c'est intéressant aussi de ne pas mettre ses œufs dans le même panier et de traiter en simultané deux, trois personas, ouais. Histoire que bah, si tes hypothèses, en fait, t'as fait ton persona, mais encore une fois, tu mets des hypothèses. Tu dis, ok, je vais tester ce message, etc. Mais si ça fonctionne pas, bah, que tu quand même un backup avec un autre, quoi. Ok, donc si je comprends bien, faire ses personas, en prioriser certains et puis travailler ces certains personas en simultané pour la validation des hypothèses qu'on aurait fait sur chacun d'entre eux. Ouais, voilà, exactement. Ok, et après, c'est pas parce qu'on a disqualifié un persona que c'est complètement mort. Encore une fois, ça va dépendre de la stratégie de l'entreprise. Si tu as assez de moyens en interne pour te dire, bon, ben voilà, on va mettre 80% de nos forces sur ceux qui ramènent du cash et 20% de nos forces pour continuer de développer, en tout cas, ceux qui en ramènent aujourd'hui moins, par rapport, encore une fois, ça peut être par rapport à l'outil et aux features qu'on a, des outils qu'on vend à nos clients. Mais oui, effectivement, ça reste assez aléatoire avec une stratégie assez commune de se dire, comme pour toute entreprise, on va mettre les forces là où ça rapporte, en tout cas 80% de nos forces, et 20% sur ce qu'on a à développer derrière. Donc, oui, totalement. De toute manière, il faut aussi se dire que viser tout le monde, c'est viser personne. ouais. En fait, il y a un moment, il faut faire des choix. C'est pour ça que je conseille de prendre 3-4 personas maximum, parce qu'à un moment, si tu vises tout le monde, tu le feras mal. Tu n'auras pas les bons messages. Les gens vont pas comprendre ce que tu fais. Tu vois, par exemple, un médecin qui vient, et je dis n'importe quoi, et tu as, par exemple, une plateforme qui répertorie tous les artisans. Tu as genre un plombier, et par contre, à côté, tu as une fleuriste, par exemple. Ça n'a rien à voir. À la limite, qu'il y ait un paysagiste, ok, c'est dans le côté de la maison, etc. Mais le fleuriste, on va dire, a moins sa place sur une plateforme qui répertoriait les artisans Du plutôt de la BTP. maison, tu Ouais, vois. de la maison, ouais. Ouais, ben, peut-être, tu penses à pas mal d'outils. Tu vois, il y a des outils qui permettent de faciliter la comptabilité, tu vois. On va prendre un outil qui existe qui s'appelle Use. Par exemple, cet outil-là, bon, ben, un expert comptable fait de la comptabilité pour ses clients, mais un client interne, donc un comptable dans une entreprise, va pas avoir les mêmes problématiques, en tout cas d'utilisation d'un outil sur plein de clients différents que sur son entreprise qui, elle, fait énormément de traitement de factures ou Mm. autre. Et en fait, ça revient un peu à l'exemple de Doctolib où, oui, effectivement, ils font exactement la même chose, mais à des endroits complètement différents. Et donc, du coup, ce qui peut clairement fausser un discours, ouais, la presse, le discours, le market, euh, les, euh, les objections, ça peut carrément tout fausser. Pourtant, c'est exactement, Ouais. les gens font exactement la même chose, mais par contre, pas du tout au même endroit. Si tu n'as pas conscience de ça, je pense que tu peux te fourvoyer grandement et aller droit dans le mur. Et ça, c'est ce qui est assez malheureux, tu vois. Mm, mm. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et du coup, bah, souvent, quand on fait les personnals, ce qui m'est souvent remonté, c'est ouais, Candice, t'es bien sympa avec tes personas, mais comment je contacte les personnes? Enfin, comment je fais en fait concrètement? Enfin, les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, concrètement, comment elles vont faire pour aller les construire? Et ça, je pense que c'est important d'y rester un petit peu, d'y passer un petit peu de temps, parce que j'espère que vous allez repartir de ce live avec plein de tips et que ça va vous donner du moins envie de les réaliser. Du coup,
comme tu viens de l'évoquer, voilà, faut qu'on fasse attention à bien choisir, pas trop, etc. Donc, moi, en général, je recommande d'en choisir en 3-4 cibles maximum, de prendre en compte l'ICP, c'est-à-dire que, par exemple, si je vais interroger des sales, je vais interroger des sales en startup, par exemple, et des sales en scale-up. Parce que le profil, potentiellement, sera pas du tout le même. Par exemple, au niveau... par exemple, un sales en scale-up sera peut-être plus opérationnel qu'en startup, où il aura peut-être un plus fort pouvoir de décision, parce que équipe réduite, donc moins d'intermédiaires, etc. Alors que en scale-up, ça sera plutôt des sales managers, pour le coup. Donc voilà, c'est bien à prendre en compte. Et ensuite, il faut organiser ta prise de contact et les différents retours. Donc là, je vous ai mis un petit Kanban très simple, mais en gros, déjà, le basique, mais on bloque des créneaux dans son agenda et on crée un lien à partager pour prendre rendez-vous facilement. Ça, c'est la base de base. Vous pouvez le faire avec Google, vous pouvez le faire avec Calendly, vous pouvez même le faire avec Notion, je crois, maintenant, de mémoire. Donc voilà. Ensuite, vous préparez 2 trames de questions. Pourquoi 2 trames? Parce que vous allez, comme je l'évoquais tout à l'heure, interroger des clients et interroger des gens qui ne vous connaissent pas forcément. Donc, on ne va pas poser exactement les mêmes questions. Je vais vous montrer un peu les styles de questions qu'on peut poser. Et ensuite, on regroupe tout dans un Notion. Donc là, je vous ai fait 2 exemples de cartes. Par exemple, si je clique sur la première, là, je vous ai mis plein d'exemples de questions que moi je pose. Donc, par exemple, qui es-tu? En quelques mots, comment définirais-tu ton job? Depuis combien de temps fais-tu ce métier? Quel est ton secteur d'activité? À qui tu t'adresses? Combien de personnes êtes-vous dans l'équipe? Comment s'organise la team? Dans quelles conditions? Est-ce que tu es en remote? Est-ce que tu es en présentiel? Etc., etc. Ensuite, je vais plutôt aborder le rapport à son métier. Donc, quel est ton principal défi au quotidien? Quels sont tes objectifs? Qu'est-ce qui te plaît dans le job de talent? Alors là, j'ai mis talent recruteur parce que c'est un qu'on a interrogé, mais là, ça serait dans mon exemple de sales. Quelles sont tes sources de motivation? Quelles sont tes principales difficultés rencontrées, etc., etc. Ensuite, vu que nous, on est un outil, moi, je vais lui demander, j'ai envie de savoir quels outils il utilise dans son quotidien. Comment il choisit un outil? Quels sont ses principaux critères? Est-ce qu'il est décisionnaire dans le choix de l'outil? Et sinon, qui prend la décision? Et est-ce qu'il a déjà entendu parler, par exemple, dans mon cas, de la grosse machine? Ensuite, je vais aborder plutôt les habitudes de consommation. Comment tu te renseignes sur les nouvelles techniques de recrutement? Parce que là encore, c'était l'exemple de recrutement. Donc, comment tu te renseignes? Quel type de contenu recherches-tu et sur quel sujet? As-tu des médias, supports de prédilection? Est-ce qu'il y a des lives que tu aimes bien, comme Top Flop, par exemple, ou autre? Est-ce que tu fais des recherches exclusivement en français ou est-ce que tu vas aussi te renseigner dans des langues étrangères? Pour nous, c'était important, par exemple, parce qu'on est un outil en anglais. Et as-tu l'habitude de faire tes recherches Google dans cette langue ou dans ces langues? Et enfin, besoin vis-à-vis de la grosse machine, par exemple. Comment tu réalises ta prospection, ton sourcing? Et moi, après, j'ai mis des questions du style, pour toi, le sales automation, par exemple, est-ce que c'est prioritaire? Est-ce que tu y penses de plus en plus? Est-ce que c'est pas pour tout de suite? Etc., etc. Qu'est-ce qui te ferait, dans tes rêves les plus fous, quel problème la grosse machine pourrait résoudre pour toi? Qu'est-ce qui pourrait te faire choisir notre produit plutôt qu'un autre? À quel argument es-tu le plus sensible, etc., etc. Et à la fin, j'ouvre toujours la porte à dire est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose qui te paraît hyper important dans ton métier, ton quotidien? Dans le cadre d'un client qui est chez nous, ça c'est plus une interview prospect. Dans le cadre d'un client, je vais poser pratiquement les mêmes questions, sauf que je vais modifier la partie besoin vis-à-vis de la grosse machine. Je vais dire ton expérience avec la grosse machine
Et les questions, ça sera plus du type, ben, qu'est-ce que tu fais avec nous? Est-ce que tu t'en sers quotidiennement? Plutôt, enfin, quotidiennement, ou plutôt une fois par semaine ou 2 fois par mois, j'en sais rien. Et on va plus aborder, si c'est quelqu'un qui est parti de chez nous, bah, pourquoi il est parti? Est-ce qu'il est allé chez un concurrent? Si oui, pourquoi? Etc. etc. Et mine de rien, chaque interview que je vais faire, je vais les mettre là. Donc j'aurai une carte par personne interviewée. Et ensuite, je vais la passer à en cours quand c'est en cours et à terminer quand l'interview est terminée, enfin du moins que j'ai bien remis tout au propre. Alors, il y avait juste des questions. Bon, elle est arrivée, je l'ai vue que très tard. Donc, elle était sur la partie bullshit persona. Alors, désolé, on revient un peu en arrière rapidement. Quand on n'a pas d'autre choix, on ne peut utiliser le bullshit persona quand on n'a pas d'autre choix. Oui, bien sûr. Bah, c'est ce qu'on me disait. C'est une première base de travail de toute manière. C'est ta première base de travail. Si tu n'as pas d'autre choix, comme je disais, c'est toujours mieux que rien. C'est juste que je pense qu'à un moment, tu seras obligé, je crois que c'est Marie-Geneviève qui a posé la question, à un moment, tu seras obligé en fait d'aller pousser un petit peu, d'aller creuser un peu plus ces personas et de leur parler. Parce qu'en fait, dans le bullshit persona, on ne parle pas vraiment aux personas. On ne va pas aller les interviewer, etc. Parce qu'au final, c'est ça qui prend du temps. C'est aller interviewer, les contacter, interviewer et tout. Mais je pense qu'à un moment, si tu veux un persona hyper efficace, tu es obligé de lui parler. Ok, donc finalement, tous les gens qui te parlent de persona, qui n'ont pas encore de clients, qui ont échangé avec personne, on est d'accord qu'ils se fourvoient et ils devraient plutôt parler de bullshit persona, c'est-à-dire d'idées que tu te fais de ton utilisateur idéal que réellement persona, quoi. C'est voilà, persona, ça va un peu plus loin que oui, ton ICP assez général. On est vraiment sur le ok, je connais toutes ces douleurs, comment ils travaillent avec des outils comme le nôtre, qu'est-ce qu'il en fait, à quoi ça lui sert, qu'est-ce qu'il n'aime pas dessus. Enfin, finalement, on va vraiment beaucoup plus loin que à qui je dois vendre. Ouais, après, tout dépend. Si le mec, il lance son produit, par exemple, mais que avant de lancer son produit, il a parlé à 200 personnes, il a déjà fait un peu ce travail de persona, tu vois. C'était pas ses clients, mais il est allé parler à des gens. Parce que des fois, avant de lancer un produit, et d'ailleurs, moi, je pense que je le recommande, c'est avant de lancer quelque chose, c'est bien de parler à des utilisateurs potentiels. Lancer un truc alors que personne t'a dit qu'il en avait besoin ou autre, moi, je trouve que c'est un petit peu casse-gueule. Ouais, tu vas avec ta croyance perso en disant je vais révolutionner quelque chose et puis finalement tu te rends compte que les gens ont aucunement envie de changer ou d'investir dans ton produit ou service et ouais, ça peut faire mal parce que bon, développer quelque chose, on sait combien ça coûte, hein. Et finalement on peut vite flopper et se retrouver sans clients à part les gens qui nous aiment bien et finalement c'est pas du tout représentatif. Tu vois, alors, il y a une question, mais je vais juste donner une sorte d'exemple. Toutes les personnes qui n'ont jamais eu un sales ou d'équipe commerciale pour aller vendre leur offre ou produit ou service et qui sont des entrepreneurs, solopreneurs ou peu importe, et qui ont eu que le networking pour vendre leurs produits ou services, c'est assez dangereux parce que tu sais pas si tu peux, entre guillemets, scaler. Je vais juste étoffer un peu l'idée, c'est, je te dis n'importe quoi, mais je vends mon produit ou mon service qu'à des gens avec qui j'ai créé un lien sur du long terme, c'est-à-dire je les ai vus 15 fois à un déj, 15 fois à boire un café, on connaît des gens en commun, etc. Et ben finalement, c'est très mauvais de se baser sur ces chiffres-là parce qu'à partir du moment où dans la boucle, tu vas mettre un sales
peu importe son niveau, qui n'a pas le temps de créer ce lien, parce que déjà d'une, tu vas pas lui laisser le temps parce qu'il va pas faire du networking, à passer ses journées à faire du networking, à parler de sa boîte, comme toi tu peux le faire en mode bah, c'est ma boîte, je suis patron, et ça n'a pas du tout le même impact. Et pour l'avoir vu, c'est-à-dire sur de la strate commerciale, aller prendre quelqu'un qui ne te connaissait ni d'Ève ni d'Adam et te mettre en rendez-vous découverte avec toi, ben finalement, les mots ou en tout cas la présentation n'a pas du tout le même impact que quelqu'un à qui tu pitches ton offre et avec qui tu as déjà tissé un lien assez fort et qui fait confiance plus à la personne pour l'avoir vu plein de fois qu'au produit sur lequel il s'engage. Et cette vente à la confiance du dirigeant, c'est pas une norme, tu vois. Et donc, du coup, finalement, tu n'as pas créé ton persona. Donc, finalement, tu es sur du bullshit complet de l'idée que tu t'étais fait de ta cible, parce que quelqu'un qui n'est pas le patron va pas pouvoir vendre la même chose vu qu'il va pas avoir le même temps ou en tout cas la même posture vis-à-vis d'un prospect que tu pourrais avoir toi d'un de tes homologues patrons d'une autre typologie de boîte pendant des événements networking. D'où le fait de créer ces personas. Et du coup, je rebondis sur une question. Dans quel contexte l'interview est adressée au prospect? Et la suite de cette question, c'est est-ce qu'il faut qu'il soit un peu attaché à l'entreprise pour prendre le temps? Pas du tout. Alors justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi j'ai contacté la plupart des personas que j'ai interrogés, enfin des personnes que j'ai interrogées pour construire mes personas, c'est des gens qui ne nous connaissaient pas. Et en fait, bah, je vais vous montrer d'ailleurs la méthode, comment je suis rentrée en contact avec eux, parce que ça fait une excellente transition. En fait, alors, quand j'ai fait mes personas, je me suis dit, OK, moi, je veux interroger des sales, des recruteurs, des growth / sales ops et des... je crois que j'ai interrogé aussi des sales managers pour les scale-up. Donc, j'ai demandé aux sales s'ils avaient des personnes à me recommander parmi nos clients. Donc, déjà, pour en interroger. Donc, j'ai interrogé 50 personnes et en fait, pour chaque personnage, je me suis dit, je vais interroger 5 clients / churn, anciens clients, et 5 prospects qui ne nous connaissent pas ou qui ne sont pas clients. Ils peuvent nous connaître, mais ils ne sont pas clients. Donc ensuite, alors là, pour les clients, c'était très simple. Pour les prospects, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en place une campagne d'outreach multicanal que j'ai fait avec la grosse machine parce que nous, c'est notre métier de base. Donc, en fait, premièrement, j'ai segmenté mon audience. Donc, je suis allée sur Sales Navigator parce que ce qu'il faut savoir, c'est que LinkedIn, moi, je me suis beaucoup appuyée sur LinkedIn. Pour ceux qui ne savent pas trop un peu ce que c'est une campagne d'outreach multicanal, je vais peut-être revenir dessus rapidement, ça vous aidera à comprendre. En fait, nous, on a un outil qui permet d'automatiser la prise de contact sur LinkedIn, email ou Twitter. Twitter, c'est plus pour les ricains, on va dire, qui utilisent plus Twitter que les Français. Et en fait, moi, je me suis dit, la majorité de mes personas, ils se trouvent sur LinkedIn. Je vais aller les viser sur LinkedIn. Donc, en fait, sur Sales Navigator, je suis allée me constituer une audience. Par exemple, là, ce que je vais vous montrer comme exemple, c'est l'audience des Sales Ops. Donc, je suis allée sur Sales Navigator et j'ai mis un petit peu, OK, bah moi, je vise un Sales Ops qui a tant d'expérience dans son entreprise actuelle, qui est dans tel type d'entreprise, donc plutôt dans une scale-up, par exemple, etc., etc. Et ensuite, j'ai construit mes messages que je vous ai fait d'ailleurs, que je vous enverrai, qui est disponible ici. Vous aurez juste à la dupliquer d'ailleurs, si vous voulez la dupliquer et la tester pour vous et changer un petit peu après les messages. On va regarder un peu les messages pour que vous compreniez bien. Moi, dans mon flow, je commençais toujours par une visite de profil automatique sur LinkedIn, donc tout est fait en automatique. Ensuite, j'ajoutais la personne en contact
Et je lui mettais un petit message Hello, je suis product marketing chez La Grosse Machine. Mon rôle consiste à comprendre les besoins du marché pour construire la meilleure offre produit. J'aimerais beaucoup avoir ta vision du métier de Sales Ops. On rentre en contact. C'est important ta vision et pas je veux te pitcher La Grosse Machine. Je veux ta vision. Ensuite, une fois qu'il a accepté mon invitation, je lui ai envoyé un autre message. Merci d'avoir accepté mon invitation. Comme je te disais dans ma note d'invite, je suis product manager chez La Grosse Machine. Et je shootais tout de suite un voice, un LinkedIn Voice. Donc, je pense pas qu'on l'entendra. Non. Non. En gros, je dis dans ce petit voice, salut, bah, en fait, moi, je viens d'arriver chez La Grosse Machine, c'est ma première mission, etc. Et mon but, pour comprendre un petit peu où je mets les pieds, etc., j'aimerais comprendre un peu ton métier, quoi. Mais tu vois, on se met la pression pour rien parce que les gens, finalement, tu les prends beaucoup en considération vu que tu viens en mode interview. Et là, faut pas se freiner, faut y aller vraiment franco. Et éventuellement, bah, je pense que le truc qui peut faire peur, c'est les feedbacks. Tu sais, à son ego, ça peut faire quand même assez mal qu'on te dise quelqu'un qui n'est potentiellement pas client, etc. Sauf que c'est le jeu, en fait. Le jeu étant de se dire, on veut du vrai, là. On veut pas on s'invente une vie et on fait des plans sur la comète sur l'utilité ou pas de notre produit ou service et par rapport aux gens qu'on adresse. Mais là, en tout cas, de ce que je vois, c'est donc LinkedIn Voice. Ensuite, tu fais un break-up. Ouais, en fait, après, j'envoie tout de suite après mon voice. Ouais. En fait, c'est ce qu'on appelle des messages un peu touche-touche. C'est que on en fait plus. Genre, en fait, vous voyez, j'en ai fait plusieurs parce que ça imite vraiment l'action humaine. Donc, j'ai fait mon voice et tout de suite, je lui envoie dans mon voice, je lui dis attends, bah, je t'envoie mon lien de calendar et puis comme ça, tu peux prendre rendez-vous si tu veux, quoi. Bien sûr, c'est très malin en fait. Ça permet de se dire c'est pas préparé. Alors qu'il y a une vraie préparation derrière, mais c'est ce qui devrait être fait sur de la prospection aussi. Hein. Mais en général, les voice, faut se dire qu'il faut le tourner en une fois. Moi, j'ai fait une seule prise. Hein. J'ai pas refait mon voice 30 fois. Le but, c'est que ça soit naturel, comme si on laissait un message vocal quand on appelle. Et faut aussi se dire aussi que au pire, bah, ils nous disent non. Et c'est le pire. Et en fait, les gens sont quand même super gentils. Moi, j'ai été très étonnée parce que j'étais comme ça au début, hein, de devoir contacter des gens. Et en fait, je me suis rendu compte que les gens, quand on leur demande bah, comment ils se sentent au quotidien, de parler d'eux, bah, en fait, ils adorent ça. Ils adorent clairement ça. Et en gros, j'ai contacté 49 leads. J'ai eu 33% de taux de réponse, qui est un très bon taux de réponse quand même. Et j'ai quand même obtenu 11 rendez-vous, ce qui était même pro parce que j'avais prévu d'en contacter que 5. Enfin, d'en avoir que 5. Et j'en ai eu 11. Et en fait, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est pour ceux qui nous écoutent, n'ayez pas peur d'aller interroger des gens qui sont potentiellement des cibles. Déjà d'une, bon, pas y aller avec je vais te vendre un truc à la fin, mais vraiment de se dire j'ai besoin de toi. Les gens n'ont pas un mauvais fond. En général, les gens ont un bon fond. Et donc finalement, le fait de mettre les gens dans une position de je vais t'interviewer, ça veut dire que je vais juste, mon rôle est de te poser des questions pour mieux comprendre les gens qui vont te ressembler. C'est archi bien vu. On voit les taux de réponse, voilà. Et puis se faire passer aussi pour la personne, enfin se faire passer, bah toi, en l'occurrence, c'est une réalité, tu venais d'intégrer La Grosse Machine, mais tu sois nouveau, que tu sois stagiaire, que tu sois, c'est un nouveau poste, que c'est la première fois que tu fais ce genre de choses. Enfin, les gens, vraiment, hein, les gens peuvent clairement tout entendre. Miser sur la corde sensible très clairement. Et puis, si c'est demandé gentiment, en vrai, voilà, faut aussi être un peu flexible. Je vous le cache pas. Des fois, bah, j'ai pris des rendez-vous entre midi et 2 ou le soir un peu plus tard. Voilà, mais en tout cas, les gens sont là.
En tout cas, sur LinkedIn, je pense que c'est plus facile de les toucher que par mail, par exemple. Alors moi, j'envoyais un mail pour relancer, si jamais ils ne m'avaient pas accepté sur LinkedIn. Mais sinon, franchement, les gens sont quand même assez cool. Ok, donc là, on va voir le déroulement de l'interview. Et ouais, je passe assez rapidement parce que voilà, j'aimerais bien vous montrer à quoi ça ressemble à la fin, en gros, le persona. Donc, je vais passer très très vite là-dessus, mais en gros, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous préparez bien vos interviews à l'avance, par contre, les 2 trames et tout, comme je vous ai montré. Vous enregistrez vos interviews. Alors, à chaque interview, par exemple, moi, je les faisais sur Google Meet. Et je demandais au début de chaque rendez-vous, excuse-moi, est-ce que ça te dérange si j'enregistre notre call? Comme ça, on est ultra focus. Voilà, exactement. Focus, voilà. Et ce que je leur disais tout le temps, c'est une discussion, c'est pas un interrogatoire. Le but, c'est qu'on échange, etc. Donc, ne restez pas trop figé sur votre trame de questions. C'est bien qu'elle soit là, etc. Mais il y a des interviews, moi, où j'ai posé peut-être 2 questions dans l'interview parce que le mec, il parlait tout seul. Il me racontait tout. Et en fait, il me disait déjà tout naturellement. Donc, il n'y avait pas d'effort à faire de ma part. Et ça, franchement, c'est les meilleures interviews. Après, il y a des interviews où il faut tirer un peu les verres du nez. Et là, c'est un peu moins cool. Ouais, c'est moins cool. Mais bon, du coup, on prépare, on enregistre et on aborde le rendez-vous comme un vrai échange. C'est ça. Ensuite, comme je vous le disais, on centralise tout sur Notion. Donc, une fois qu'on a enregistré ces rendez-vous, alors vous avez il y a plusieurs moyens de faire des comptes rendus. Je n'ai pas noté d'ailleurs dans les 3 points, mais il faut bien faire un compte rendu écrit, c'est important. Soit vous le passez à la moulinette dans un truc à l'IA qui va vous réécrire tout le truc de l'IA. Moi, à l'époque, je l'ai fait tout à la mano, donc j'écoutais l'interview et je marquais par contre chaque mot prononcé parce que chaque mot est important. Et c'est important de ne pas mettre ses propres mots à soi. Parce qu'il y a une personne, elle va dire, par exemple, je dis n'importe quoi, pour le recrutement, elle va dire le sourcing pour faire de la recherche candidat, et moi, j'aurais dit peut-être recherche candidat, je dis n'importe quoi. Et ça, c'est clairement, si tu passes à côté de ce mot sourcing, bah, tu es passé à côté des interviews, quoi. Donc, hyper important de faire ça. Donc, on peut le faire soit à l'IA, soit à la mano. Moi, l'IA était encore pas très bonne quand je l'avais fait, donc j'avais préféré le faire à la mano. Ensuite, on lit attentivement les personas et là, il y a 2 solutions pour récupérer les insights. Soit à la main, on surligne les éléments qui reviennent régulièrement, par exemple, par exemple, sur 10 interviews, il y a 3 fois, on m'évoque 3 fois qui regardent le webinaire Top Flop. Eh bien, ça veut dire que c'est peut-être intéressant. Ou sinon, et là, comme je reviens aussi à l'IA, on peut passer aussi les entretiens dans la moulinette ChatGPT en lui demandant de ressortir les éléments communs. Ouais, ça c'est top, ça. Voilà. Mais attention, il ne faut pas que ça se substitue à la relecture approfondie des interviews. C'est important de revenir dessus, etc. Et ensuite, le dernier point, je suis désolée, j'accélère un peu parce que j'ai vraiment envie que vous voyiez cette finalité. Ça va être construire la fiche d'identité de mon persona. Une fois qu'on a rassemblé tous les insights et tout, on va construire son persona. Donc, on va lui donner un nom, un prénom, un âge, un sexe, une localisation, un type de structure, un niveau hiérarchique, un job title, son niveau, nous, en sales automation, par exemple, débutant, intermédiaire, avancé, parce que c'était important pour nous. Voilà, c'est pas important pour toutes les boîtes. Et ensuite, une verbatim qui représente bien le persona. Ensuite, on va faire la bio, donc ses études, quel est son parcours, ses études, ses expériences pro, est-ce qu'il est actif au sein d'associations, par exemple, quels sont ses traits de personnalité. Par exemple, les sales, pour moi, c'était des conquérants. J'avais vraiment ressenti ça chez les sales. Ensuite, les objectifs, les motivations. Par exemple, motivation, pour beaucoup de sales m'ont dit que eux, ce qui les motivait, c'était le fait de se sentir important dans l'entreprise parce qu'ils ramenaient le chiffre d'affaires. Ouais.
On me l'a remonté plusieurs fois, alors qu'un growth, par exemple, qui ramène aussi du chiffre d'affaires au final, mais qui n'est pas en direct avec les clients, lui, c'était pas du tout ça son truc. C'était plutôt d'optimiser les process, etc. Donc voilà, en fait, vous avez vraiment une fiche que vous complétez, une fiche par persona, bien sûr. Pourquoi je l'ai fait sur Notion? Alors, il y en a qui les font de façon très, très jolie sur Figma, InDesign, Photoshop, tout ça. Tout simplement parce que cette fiche, elle est facile à mettre à jour. Et un persona, c'est important de le mettre à jour régulièrement. C'est pas parce qu'on l'a fait il y a 1 an que c'est toujours les mêmes personas. Idéalement, faudrait ensuite faire des interviews tous les mois, se faire 1 ou 2 interviews, par exemple, pour être sûr qu'on est toujours sur une bonne ligne de conduite. Voilà, c'est ça. Exactement. Et enfin, il y a une dernière partie que j'ai pas évoquée, mais qui est importante, c'est le why us versus why not us. Pourquoi, selon vous, ce persona-là, il deviendra client chez vous, et pourquoi, au contraire, il ne le deviendra pas? Oui, en fait, on évite le manger à tous les râteliers. Plus tu vas comprendre l'utilisation ou une utilisation ou une réflexion par rapport à ton produit ou service, mieux déjà d'une, tu pourrais y répondre. Mais tu vois, c'est quand même ultra corrélé à une boîte qui va continuer ad vitam aeternam à développer un produit ou un service, donc type SaaS, que une boîte qui fait de l'achat-revente. La boîte qui fait de l'achat-revente, bon, il y a énormément de choses, de conditions qui fait que elle peut pas switcher rapidement. Par contre, elle peut anticiper le fait de trouver des nouveaux prestats, des nouveaux partenaires, parce que les besoins, ou en tout cas les demandes de leurs clients sont en train de changer. Je te donne un exemple. Tu es en train de vendre un produit A, ok, et les gens, ils ont une utilisation dessus 1 et 2. Demain, les gens, ils veulent une utilisation 3, sauf que toi, tu continues à vendre ce produit A avec l'utilisation 1 et 2. Et soit tu n'as pas remonté, là où tu achètes tes produits, tu n'as pas remonté on me demande du 3, et donc finalement, ça serait bien que tu développes, parce que si jamais tu fais pas ça, soit il y a quelqu'un qui va arriver avec du 3 et potentiellement, tu t'assois sur des parts de marché, et derrière, et puis il y a des gens qui vont se dire, le mec, il arrive avec du 3, il aurait juste à refaire 1 et 2, ce qui était très simple. Finalement, les gens, ils veulent pas 1000 fournisseurs différents, et ils vont aller vers quelqu'un d'autre. Et on le voit avec des SaaS de services, un peu comme la grosse machine, où pourquoi je vais avoir 50 produits quand je peux facilement tout faire sur un seul produit, et avec des compétences techniques moindres en plus. Ça veut dire que je peux être encore plus autonome sur ma manière de travailler. Et tu vois, pour reprendre l'exemple de la grosse machine, quand j'ai fait la découverte, je connaissais déjà, sauf que entre connaître et t'y être intéressé, tu vois, il y avait un gros gap. Et il a fallu un rebranding total pour que je m'y intéresse. En fait, il a fallu une feature pour que je m'intéresse et que je vois le reste de ce que je pouvais me servir par rapport à cette feature. Donc, et c'est ce qui est quand même ultra important, tu vois. J'aurais pu être intéressé au préalable, sauf que le rebranding et une nouvelle feature a fait que je m'y intéresse globalement aujourd'hui. Voilà, c'est assez ça. Est-ce qu'on a terminé? Est-ce que c'est bien ça qu'ils vont avoir, les gens, comme cadeau, Ouais, alors les gens, ils auront même un cadeau beaucoup plus poussé, dans le sens où je vais leur envoyer... vous allez tout retrouver, alors pas d'inquiétude, vous allez tout retrouver sur un Notion encore plus complet. C'est un Notion que je mets à jour très régulièrement, donc là vous voyez, il y a encore des parties en coming soon, mais en tout cas vous avez par exemple la fiche que je vous ai montrée de framework, tout ça, vous allez avoir. Je vous ai également fait des vidéos explicatives si vous voulez revoir, si vous voulez qu'on passe un peu plus de temps sur
sur chaque notion. Voilà, par exemple, là, je vous ai mis également des vidéos, etc., pour tout vous expliquer. Donc tout ça, je vais vous l'envoyer, pas d'inquiétude, et je vous enverrai également, si vous voulez tester la grosse machine, vous avez un essai gratuit pendant 14 jours, donc ça peut être suffisant également pour essayer d'envoyer une première campagne. Donc n'hésitez pas, je vous enverrai cette page où vous pouvez dupliquer la campagne et tester pour vous. Et peut-être le dernier point que je voulais aborder avant de nous quitter, c'est que c'est important de faire ses personas, mais c'est important de s'en servir derrière. Ça sert à rien d'avoir juste fait une fiche, un framework, enfin, d'avoir une fiche déjà réalisée, mais de ne pas s'en servir. Donc par la suite, c'est important de créer une documentation en interne, de présenter les personas à toute l'équipe pour que tout le monde soit aligné et comprenne quelle a été la démarche, pourquoi on a choisi ces personas, et voilà, quelle est la marche à suivre. Pour les sales, ça peut être des battle cards à créer, etc., etc. Et s'en servir dans les messages. Nous, tu vois, tu parlais de rebranding tout à l'heure. C'est suite au persona qu'on a fait un rebranding parce qu'on avait la grosse machine paraissait trop geek, avait une image très tech, très geek. Et du coup, on a retravaillé un peu notre image pour avoir un peu moins cette image-là, pour gommer un petit peu certains points. Donc voilà, vraiment, c'est important de l'utiliser et pas de le laisser dans un coin, sinon c'est du temps que vous aurez utilisé et un petit peu gaspillé pour rien. Et ensuite, les mettre à jour régulièrement, comme je vous le disais tout à l'heure. Ok, parfait. Ben, écoutez, ça c'est vraiment super. Ben, merci à tout le monde qui nous a suivis aujourd'hui. Merci Candice de cette expertise transmise. Donc voilà, en tout cas, merci en tout cas pour tout ton temps. Là, 1h15, c'était énorme. Merci beaucoup Candice, c'est très gentil. Merci à toi. Merci pour le travail, merci pour le cadeau. Et puis, ben, retrouvez Candice sur LinkedIn, Candice Aimé. Et puis elle est vraiment super sympa. Merci Candice. Sympa. Merci à toi.